Préparer un compétiteur pour une compétition de bodybuilding, c'est pas uniquement une histoire de macro, de training, de gestion de la fatigue, mais c'est une aventure relativement éprouvante, aussi bien pour l'athlète que pour le coach, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Prep Dad Podcast. Ici, on parle training, nutrition, bodybuilding, tout ce qui pourrait toucher de près ou de loin à votre développement personnel. On parle également de coaching. Je m'appelle Louis, vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad. J'ai un master en sciences et plus de 60 qualifications dans les domaines du fitness et de la nutrition. J'accompagne chaque année des personnes d'un niveau débutant à bodybuilder professionnel et je forme des centaines de coachs au travers de ma formation The Prep Dad Mastermind qui aide à passer le cap entre la science et la pratique pour mettre la science dans la pratique. Et si vous aussi vous êtes intéressé pour que je vous forme et que je vous aide à réellement développer votre coaching en ligne, vos connaissances autour de la nutrition, du training, de la physiologie féminine, du bodybuilding, des systèmes de coaching, du business, le lien est dans la description. Et si vous voulez toujours plus de valeur ajoutée gratuitement, comme j'essaie de le faire dans ces podcasts et dans ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez un commentaire parce que ça aide énormément au référencement. Et également, il y a ma newsletter qui est totalement gratuite. Le lien est dans la description. Et j'aimerais vous parler des bases à comprendre aujourd'hui pour préparer un compétiteur. Et ça fait des années que je prépare des personnes. J'ai aidé à décrocher des cartes professionnelles. J'ai aidé des professionnels à se placer sur des compétitions pro. On a eu de très bonnes places, encore une fois, cette année pour les personnes qui sont dans ma team. Donc, j'aimerais vous parler de ça. Car, comme je l'ai dit dans l'introduction, préparer un compétiteur, c'est pas juste une histoire de macro, de cardio, d'entraînement. C'est une aventure qui est longue, complexe et honnêtement épuisante parfois pour l'athlète, mais aussi pour le coach. Et il y a trop de coachs, je pense, qui se lancent dans la préparation d'athlètes sans mesurer ce que ça implique vraiment. Le temps, l'énergie mentale, la responsabilité. Et résultat, il y en a beaucoup qui se crament ou qui font n'importe quoi. Et j'aimerais du coup vous parler de ça en plusieurs parties. Je l'ai divisé en quelques parties. La première partie, ça sera autour de la fausse idée qu'on se fait, autour de la préparation. Ensuite, on va parler des bases indispensables à poser en amont. On va parler du rôle du coach en profondeur. On va parler du coût pour le coach en temps et en énergie mentale. Et je pense être bien placé pour parler de ça, car je vais à beaucoup de compétitions chaque année. On va parler ensuite de la dimension santé long terme. Et on va parler du message que j'aimerais vous faire passer à travers ce podcast. La première chose, c'est que déjà, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas du tout un podcast qui est moralisateur là. Et j'essaie juste de vous transmettre des choses que j'ai pu faire, que j'ai pu voir, que ce soit avec des coachs avec qui je suis ami, et même de nombreux coachs que j'accompagne dans le mastermind, et de nombreux coachs qui font des préparations pour des bodybuilders qui font le mastermind. Car le mastermind, encore une fois, ça vous aide à passer d'un débutant à un professionnel. Et donc, il y a des personnes qui sont professionnelles débutantes et qui font le mastermind. Vous comprenez l'idée? Et le but, c'est encore une fois de vous aider à n'importe quel niveau. Et j'aimerais vous transmettre un petit peu ça et vous donner des conseils parce que je vois également beaucoup de coachs qui se lancent là-dedans et je trouve que c'est totalement respectable. Et si ça peut vous aider à gagner quelques années de votre vie, peut-être que je le ferai. Et par année de votre vie, je parle d'erreur, évidemment. Et donc déjà, la fausse idée, lorsque vous allez préparer un athlète, c'est qu'un plan suffit. Beaucoup de coachs s'imaginent qu'il suffit de donner une diète stricte, un programme d'entraînement et que le reste suivra. C'est faux. La vérité, c'est que la préparation, c'est un processus qui est multidimensionnel. Il est déjà physique, parce qu'il y a une question d'hypertrophie, de perte de gras, de symétrie, de posing, et donc ça implique de réellement connaître le bodybuilding. Si vous n'êtes pas vraiment passionné par le bodybuilding, c'est souvent compliqué. Par là, j'entends avoir une connaissance du bodybuilding, des champions de bodybuilding, de ce qui se fait en termes d'un niveau amateur à professionnel. Le deuxième aspect, c'est l'aspect santé, que ce soit récupération, digestion, santé hormonale, sommeil. C'est quelque chose également qui est impacté par la préparation. Il y a également un aspect mental, la discipline, la gestion de la faim. Et ensuite, par exemple, la confiance sur scène pour certains compétiteurs. Et enfin, il y a un aspect qui sera stratégique, c'est-à-dire le planning global, les ajustements et la peak week. D'ailleurs, je vois beaucoup de personnes souvent qui parlent de... je l'ai déjà démystifié, j'ai déjà fait un podcast autour de la peak week. Je pourrais d'ailleurs en refaire un peut-être avec Yann, on doit faire un podcast bientôt, mais regardez, je vous ai évoqué plein de choses avant de vous évoquer la peak week. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se soucient de la peak week, qui stressent des peak week de leurs compétiteurs, qui écoutent des grands gourous qui vous parlent de peak week. Je ne comprends toujours pas pourquoi on complexifie autant la peak week. Si quelqu'un arrive à m'expliquer, ça serait relativement bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup,
une préparation, ça implique tout ça. Réduire une préparation juste à un tableur, Excel avec des macros du cardio, c'est passer à côté de 80% du travail. Tous les éléments que je vous ai mentionnés juste avant, vous devez les maîtriser. La deuxième chose, c'est du coup les bases indispensables à poser en amont. Car avant même de commencer une préparation avec un compétiteur, il y a des fondamentaux et des fondations à construire. Et parfois, c'est des choses qui, en tant que coach, sont compliquées. Déjà, il y a la base musculaire. C'est-à-dire que si l'athlète n'a pas assez de muscles, aucune sèche ne le sauvera. La priorité, ça doit être la construction avant la destruction. Et il y a certains athlètes qui m'avaient demandé du coaching et j'ai dit, je pense que tu as besoin d'un an d'off-saison. Et du coup, ils sont allés vers un autre coach en pensant que l'herbe était plus verte ailleurs. Mais la réponse est que souvent, c'est soit ils ne seront pas satisfaits du résultat une fois sur scène, soit ils seront à risque lorsqu'ils iront sur scène. Et j'entends par là qu'ils auront dû faire peut-être des sacrifices qu'ils n'auraient pas dû faire pour obtenir plus de masse musculaire aussi rapidement. Et vous voyez très bien ce que je veux dire. La deuxième chose, j'irais dire, c'est la relation avec la nourriture. Un compétiteur qui panique dès qu'il a faim ou qui compense avec du binge eating, vous voyez ce que je veux dire, il n'arrivera pas au bout. Et c'est dans ces cas-là où il faut vraiment soit ne pas commencer la préparation, soit la stopper. Et c'est très important. La troisième chose, c'est les marqueurs de santé. Valable pour les personnes naturelles ou non, mais surtout pour les personnes non naturelles. Faire un bilan sanguin avant, quantifier le sommeil, quantifier le stress, la récupération, la pression artérielle, ce sont des choses importantes parce que vous ne pouvez pas lancer une préparation sur un terrain qui n'est pas propice. Et la dernière chose, c'est également la préparation mentale de l'athlète et comprendre qu'une préparation, c'est long. Ça demande de la discipline au quotidien. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, d'ailleurs, il y a quelque chose que je ne comprends pas trop, c'est-à-dire que récemment, je vois des personnes qui critiquent les préparations relativement longues, qui critiquent les préparations qui font 20 ou 25 semaines. Mais pour perdre le moins de masse musculaire possible, le plus long, le mieux. Pour gérer ses performances à l'entraînement, le plus long, le mieux. Et c'est d'ailleurs quelque chose... j'en discutais, je ne sais plus si c'est avec Yann que je coach, qui est désormais IFBB Pro, ou quelqu'un d'autre. Si vous remarquez, on voit beaucoup plus de personnes sur des compétitions naturelles, très sèches, que sur des compétitions non naturelles, donc des personnes qui prennent des produits dopants. À quoi est-ce que ça serait dû? En fait, si on regarde d'une manière globale, et ce qu'on voit notamment dans le milieu anglo-saxon, les athlètes naturels font des préparations extrêmement longues. J'ai vu des athlètes naturels faire des préparations de plus de 30 semaines. 35 semaines parfois. Et de l'autre côté, on a des personnes qui prennent des produits dopants qui font des préparations de 14 semaines, 16 semaines. Même encore 16 semaines, ça peut être relativement bien. 16 semaines, c'est déjà bien. Si vous avez une très bonne composition corporelle, 16 semaines, c'est bien. Ce que je veux dire par là, c'est plus... Est-ce que du coup, si on voit des personnes moins sèches, non naturelles, ça ne serait pas parce que la préparation n'était pas assez longue? Ça, c'est autre chose. Donc voilà. Car, enfin, encore une fois, un compétiteur qui n'a pas ses bases, c'est comme un athlète qui veut courir un marathon sans jamais avoir fait 10 km. Donc, ayez bien ces bases-là. Maintenant, c'est quoi le rôle du coach dans une préparation pour une compétition? En fait, pendant une préparation, le rôle du coach, il va bien au-delà de donner un plan. D'ailleurs, comme dans n'importe quel coaching transformationnel, le rôle du coach est bien au-delà de donner un plan. Mais je pense que c'est important de rappeler certaines choses. Déjà, le premier rôle, ça sera de construire la timeline. Combien de semaines? À quel rythme perdre du poids? Où placer les phases de maintien au fur et à mesure d'une préparation? Où placer des refids? Où placer des day breaks? Ça, c'est le rôle du coach. Le deuxième rôle du coach, ça sera d'observer et d'ajuster. Un compétiteur, c'est pas une équation. Certains vont stagner, d'autres vont chuter trop vite. Vous devez réagir chaque semaine, parfois tous les 2 jours, parfois à la fin de la préparation chaque jour. Le troisième rôle du coach, c'est de préserver la performance. Il ne s'agit pas seulement de sécher, mais de garder un maximum de masse musculaire. Donc ça sera, encore une fois, gérer le volume d'entraînement, gérer peut-être les répétitions en réserve, ces choses-là chez les athlètes. Le quatrième rôle du coach, ça sera de prévoir. Et encore une fois, comme vous le voyez, je ne prévois pas ça, c'est loin dans ma liste des priorités, mais c'est de prévoir la peak week. Et là, la peak week, c'est juste l'art de maximiser le physique au bon moment. En fait, si vous voulez d'ailleurs trop en faire, vous allez ruiner le travail que vous avez fait. Et si vous n'en faites pas assez, ça pourrait faire stresser la personne. Mais être à l'heure, c'est important. Et enfin, préparer au jour J. Un coach, ça aide également avec les corrections de posing, même si je recommande aujourd'hui toujours d'avoir un coach qui vous aide réellement sur le posing, parce que sinon, le rôle de votre coach de base, ça serait trop grand. La gestion du stress, surtout des repas, du timing de l'eau, du sel, c'est important. Rien n'est laissé au hasard. Et surtout, le coach, ça reste quand même le pilier mental. Et ça devrait être, quand l'athlète doute, qu'il n'en peut plus, la personne qui l'aide à maintenir le cap. Et ce soutien psychologique, il n'est écrit nulle part dans un plan, mais c'est souvent ce qui fait la différence.
Moi, par exemple, j'encourage toujours les personnes que je coach et que je prépare, et peut-être qu'il y en a qui regardent ce podcast, à communiquer avec moi lorsqu'elles en ont besoin. Et l'important, c'est ça l'important. L'important, c'est pas de harceler la personne, parce qu'au contraire, je connais quelqu'un ici à Bangkok qui est... c'est une fille, elle est professionnelle dans le monde du bodybuilding, elle me disait son ancien coach, il lui envoyait trop de messages, il lui demandait tout le temps, dès qu'elle se levait, il voyait qu'elle se levait, elle était connectée sur... Je crois que c'était Messenger ce qu'ils utilisaient. Il lui envoyait des messages, il lui demandait fais-moi ton bilan. Et ça la stressait, elle me disait. Non, le rôle d'un coach, pour moi, c'est pas de stresser la personne, mais c'est d'être là si la personne a besoin. Donc maintenant, j'espère que vous avez compris ce qui est important. Donc, la fausse idée, les bases indispensables, le rôle du coach, et surtout, j'aimerais maintenant parler d'une chose dont on parle peu, le coût pour le coach, le temps et l'énergie mentale. Car on parle beaucoup des difficultés pour l'athlète, mais on oublie souvent la charge pour le coach. Je fais pas du tout ça pour me plaindre, mais je fais plutôt ça pour faire réaliser à certaines personnes ce que ça coûte réellement de coacher des personnes avec un niveau amateur à un niveau professionnel. Car préparer un compétiteur, c'est plusieurs choses. Déjà, c'est être disponible. Répondre au check-in, parfois tous les jours à l'approche de la scène, parfois plusieurs fois par jour, parfois ne pas dormir. Et je pense que je suis bien placé pour dire ça, parce que vous pourrez demander aux personnes que je coach, je réponds extrêmement rapidement peak week, y compris lorsque ce sont des heures qui sont invraisemblables pour moi, et par là j'entends pendant la nuit. Parce que je pense que c'est important pour ces personnes-là. Et je dis pas que c'est quelque chose que vous devez faire, je dis que c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et également être disponible, je pense que c'est bien de venir aux compétitions. Et il y a des personnes qui ne se rendent pas compte également, du coup, que ça peut être pour le coach de venir à des compétitions. C'est-à-dire que je connais des coachs qui ne vont à aucune compétition. Et parfois, je connais également des athlètes qui s'indignent si leur coach ne vient pas à leur compétition. Mais j'en parle pas, mais on m'a dit récemment d'en parler quand j'en parlais à quelqu'un. J'habite à Bangkok, en Thaïlande. Je viens à de nombreuses compétitions. Pour l'instant, cette année, je suis venu à 1, 2, 3, 4, 5, 6 compétitions déjà. Et là, je vais à une compétition la semaine prochaine. Et 2 la semaine d'après, je vais à 2 compétitions. Donc ça fera 6, 7, 8, 9. Ça fait que d'ici la fin de l'année, j'aurais peut-être été à une dizaine de compétitions. Mon déplacement pour aller à une compétition, c'est environ 4 000 €. À peu près. C'est juste pour permettre aux personnes de réaliser également le coût pour un coach. C'est-à-dire que on ne se rend pas compte que lorsqu'on a un athlète, par exemple, je ne sais pas, la moyenne pour beaucoup de coachs, c'est, je sais pas, je vais dire 200, 250 € par mois. On va dire 200 € par mois. Ça fait que l'athlète, à l'année, rapporte 2 400 € par mois. Ça veut dire qu'une préparation, je suis déficitaire si je coûtais 200 € par mois. Mais vous avez compris à peu près l'idée. C'est juste pour dire encore une fois que parfois, si certains coachs ne viennent pas à des compétitions, ça peut être compréhensible. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de coachs qui... par exemple, je finance tous mes déplacements. Que ce soit mon déplacement pour aller à la compétition, le Airbnb pour aller à la compétition, le pass coach, le pass, si je viens avec quelqu'un pour filmer, le pass média évidemment, le pass pour rentrer sur scène. Parce que voilà, c'est juste pour dire également que c'est quelque chose. Et ça fait partie de la disponibilité. Et c'est pour ça que moi, je ne garantis pas de venir à toutes les compétitions, mais j'aime aider les athlètes que je coach et aller aux compétitions. Mais également, je vais défendre les personnes qui ne viennent pas à certaines compétitions parce que c'est un gros coût pour le coach. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à payer le déplacement pour un coach aussi, ce qui est compréhensible. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque vous préparez un compétiteur, et c'est un coût mental, c'est de prendre des décisions sous pression. Ajuster le cardio, modifier une diète, trancher vite parce que la compétition à l'approche, ça fait partie des décisions que vous allez devoir faire. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que parfois, vous paraîtrez pour le méchant dans l'histoire. C'est-à-dire que l'athlète, il est fatigué, vous devez prendre une décision et vous devez peut-être lui augmenter sa dépense. Vous devez peut-être lui diminuer ses apports alors qu'il est relativement bas. C'est une décision sous pression parce que vous aurez forcément des jugements d'autres personnes. Il y a d'autres coachs qui viendront... J'aime bien les coachs qui font croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Bon, j'en ai beaucoup, j'en connais beaucoup qui viendront dire « Ah oui, si tu étais avec moi, tu n'aurais pas eu ça. » Bon, il faudra m'expliquer comment les lois de la thermodynamique changent d'un coach à l'autre. Mais c'est important de parler de ça. Il y a parfois des décisions du coup, qui sont dures à prendre. Et même parfois des décisions qui emmèneraient le coach à dire à l'athlète d'arrêter la préparation. Et certains athlètes, hélas, n'écoutent pas. Et à la fin, s'ils ont un problème, ce sera la faute du coach. Le troisième coup, et du moins le troisième coup mental, c'est également pour le coach de gérer ses propres émotions. Parce que si l'athlète stagne, le coach se mettra à douter aussi. Quand il souffre, vous ressentirez une partie de sa fatigue et vous vous demanderez « Est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que j'aurais pu faire mieux ?» Et c'est une remise en cause perpétuelle lorsque vous faites du coaching à ce niveau-là. Et également,
c'est parfois gérer la frustration, parce que lorsqu'un athlète ne termine pas à la place qu'il voulait, vous allez prendre cher. Non, par là, j'entends plus, vous savez, il y a beaucoup d'athlètes qui vous remettront la faute dessus. Et ça fait partie de votre rôle de prendre sur vous. Voilà, la personne n'a pas terminé à la place qu'elle aurait aimé. Peut-être que vous avez fait des erreurs, peut-être que l'athlète a fait des erreurs, peut-être que le jugement, c'est pas celui que vous vouliez. C'est la vie. Et ce que je dis souvent aux personnes que je coach, c'est je connais bien plus de défaites qu'eux, parce qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu tristes lorsqu'ils sont deuxièmes. Et j'ai fait beaucoup de deuxième place cette année également, même si on a fait de belles victoires également cette année, que ce soit l'overall d'Axel au régional, l'overall de Yann au régional, l'overall de Yann au Pro Qualifier, qui sont des exemples de belles victoires. J'ai également des personnes qui ont fini deuxième cette année. Et je suis bien plus habitué à la deuxième place que eux ne le seront, parce qu'ils font beaucoup moins de compétitions que ce que moi je prépare des personnes pour des compétitions. Mais c'est également quelque chose qu'il faut savoir gérer. Et enfin, le coup pour le coach, c'est d'anticiper l'imprévisible, c'est-à-dire blessure, maladie, urgence personnelle de l'athlète. Vous devez rester calme et trouver des solutions, ou du moins tenter de trouver des solutions. Et donc, c'est une charge cognitive énorme. Une vraie préparation peut vous occuper mentalement des semaines entières, même quand vous n'êtes pas devant votre ordinateur. Et parfois, vous allez aller, je vous le dis, parfois vous allez aller vous coucher le soir et vous demander si vous avez bien fait votre travail, s'il y a des choses à faire. Et moi, parfois, ça m'est arrivé de me lever pendant la nuit et de regarder mon téléphone pour voir s'il n'y a pas quelque chose que je pourrais modifier pour faire quelque chose de mieux. Et vous savez, on dit beaucoup que il y a certaines personnes qui font de la compétition qui sont obstinées par la compétition. Mais je pense que c'est la même chose pour beaucoup de coachs, parce que vous voulez tout faire pour que l'athlète réussisse. Moi, j'essaye de faire tout ce que je peux pour que les athlètes que j'ai réussissent. Et parfois, ça paye moins que ce que j'aimerais. Parfois, ça paye très bien en termes de récompense. Mais vous savez, vous n'allez pas vous flageller si quelqu'un ne réussit pas, mais vous devez faire votre maximum pour que la personne réussisse. Et d'une manière générale, n'oubliez pas, c'est normal, parce que vous partez en partie le physique et la performance d'une autre personne sur vos épaules. Ça demande, vous devez vous dire une chose, ça demande une maturité et une endurance mentale que peu de coachs anticipent. Et c'est d'ailleurs pour ça que parfois on voit certains coachs qui sont frustrés, qui viennent critiquer les jugements, les places. Selon moi, c'est un manque de maturité mentale. Au contraire, c'est le moment, lorsque vous ne réussissez pas, c'est le moment de vous remettre en question sur certaines choses. Et moi, il n'y a pas une fois où quelqu'un ne gagne pas, où je ne me remets pas en question. Et d'ailleurs, même quand quelqu'un gagne, je me remets en question. Je me dis, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Et parfois, on remarque qu'on n'aurait rien pu faire mieux. Et en même temps, c'est pas... Et bah, parfois, ça sera également... Parfois, c'est un sport ingrat. Parfois, vous ne serez pas récompensé lorsque vous êtes coach à votre juste valeur. Parfois, on viendra dire des choses sur vous qui sont fausses. Parce qu'un tel aura dit ça sur vous. Et c'est la vie. Et il faut juste être capable d'endurer ce qu'on dira sur vous, peu importe si c'est vrai ou faux. Et ça, c'est également quelque chose que je veux mentionner, que peu de personnes réalisent. Et ça, c'est très important. Et ensuite, il y a également la dimension santé et long terme, car le coaching, il ne s'arrête pas à la scène. Une vraie préparation, c'est aussi gérer l'après. Et d'ailleurs, je connais beaucoup d'athlètes aussi. Ça m'est déjà arrivé, et je sais que ça arrive à beaucoup d'autres coachs qui, après la compétition, ils sont déçus de leurs résultats, ils arrêtent avec leur coach. En fait, ça, c'est une erreur, parce que souvent, c'est des personnes qui finissent avec des troubles alimentaires, une fatigue extrême qui dure des mois, des problèmes hormonaux. Et pourquoi? Parce que la personne a tout misé sur le jour J, elle n'a pas prévu pour le retour, et elle a voulu arrêter après. Donc ça, je ne pense pas que ça soit quelque chose de relativement bien. Car un bon coach, il prévoit justement l'après-compétition, la phase de maintenance, la récupération progressive, la rééducation mentale après la compétition. Parce que préparer un compétiteur, c'est penser au long terme pour qu'il continue à progresser. Et donc, si je devais vous donner un message, si vous êtes coach, c'est oui, c'est dur, ça prend du temps, ça vous coûtera de l'énergie mentale, mais c'est aussi ce qui rend le métier de préparateur dans le bodybuilding relativement unique, je pense. Parce que quand vous préparez vraiment un compétiteur, que vous le voyez progresser, tenir, arriver sur scène dans sa meilleure version, vous comprenez pourquoi vous faites ça. Et notamment lorsque la personne gagne. Et je peux vous dire que lorsque quelqu'un gagne sa carte professionnelle, et j'ai aidé des personnes à gagner leur carte professionnelle en IFBB Pro League, d'ailleurs, qui sont les seules pro-cartes que je compte. Souvent, quand je dis 3 cartes IFBB Pro, je ne compte pas les pro-cartes d'autres fédérations. Mais vous comprenez pourquoi vous faites ça. Parce que vous ressentez des émotions qui sont tellement intenses que vous vous dites « j'ai fait mon travail et je l'ai fait bien ». Et surtout, ça vous démarque
Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui ne veulent pas faire cet effort. Ils veulent des templates, du prêt à l'emploi, du rapide, mais ça ne dure pas. Les coachs qui durent sont ceux qui acceptent cette charge et qui assument ce rôle. Et quand je vous parle de pression mentale, mais c'est dans n'importe quel travail avec un minimum de responsabilité où vous allez peut-être aller vous coucher le soir et vous dire est-ce que j'ai bien fait mon travail? Ça arrive dans n'importe quel travail. Pourquoi pas dans le bodybuilding? Donc voilà, n'oubliez pas, préparer un compétiteur, c'est pas une recette, c'est un engagement, c'est une science et également un art et une responsabilité. Si vous êtes coach et que vous voulez développer ce type de compétences, j'en parle chaque semaine. Dans mon mastermind, dans certains lives, il y a une partie de mon mastermind qui est dédiée à la préparation du bodybuilding, que ce soit, on parle de tout, de la préparation, de la timeline, de la peak week, des catégories, des fédérations. Je fais également des questions-réponses autour. En plus de ça, bientôt, il y aura un intervenant très spécial. Peut-être d'ailleurs, quand vous regardez cette vidéo, que cette partie sera disponible dans le mastermind. Que de la valeur ajoutée. Inscrivez-vous au mastermind. Renseignez-vous, candidatez. Le lien est dans la description. Car ça peut vous aider. Également, je vous donne des conseils dans ma newsletter qui est totalement gratuite. Le lien est également dans la description. Car justement, ceux qui veulent un vrai système éducatif complet, qui aborde à la fois la science, la pratique, la stratégie business, regardez mon mastermind. Si vous avez des remarques sur ce podcast, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé ce podcast ou écouté ce podcast. Et je vous dis à très vite.